Bonjour à vous tous, merci d'être présents sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire. Nous sommes le dimanche 11 décembre 2016 et aujourd'hui je vais vous parler de l'Europe. Alors cette Europe dont on nous rabat les oreilles et qui était censée nous apporter la joie, le bonheur, la prospérité, la croissance, la fin des maux qui nous accablent et en fait qui nous apporte que la tristesse, la pauvreté, les inégalités et une croissance en berne. Et pourquoi tout ça? Alors l'Europe, il faut quand même se rappeler d'où elle vient. Cette Europe s'est pas faite comme ça, elle s'est faite par la volonté des Américains qui n'ont eu de cesse depuis 1945 de faire en sorte que l'Europe se construise, mais pas n'importe comment, qu'elle se construise dans le sens qu'ils souhaitaient, c'est-à-dire une Europe qui pourrait être à leur botte, qui pourrait être dirigée, manipulée et qui serait parfaitement dans la ligne du libéralisme outrancier qui a lieu aux États-Unis, ce qui leur permettrait ainsi un commerce libéral d'inonder le continent européen et de le dominer. Et par là même également de le dominer militairement, c'est-à-dire de faire rentrer l'Europe dans la totalité pratiquement au sein de l'OTAN afin d'enserrer l'URSS qui est un pays soi-disant qui leur fait une telle peur et d'enserrer cette URSS par un glacis d'États qui serait à la botte des États-Unis, donc qui ferait partie de l'OTAN. Ce qui est arrivé en fait, ce qui arrive actuellement, donc ils ont réussi leur coup, si on peut dire. Alors il faut rappeler que donc cette première approche a eu lieu bien avant, mais vraiment officiellement le 22 octobre 1951, Eisenhower qui a eu le premier l'idée d'une constitution européenne et qui disait rien ne pourrait nous être plus agréable que d'apprendre que les États d'Europe occidentale ont décidé de réunir dans une ville d'Europe, disons à Luxembourg, des délégués responsables avec le mandat de rédiger l'acte constitutionnel de l'Europe, de désigner la capitale, etc. Et qu'à partir du 1er janvier, l'Europe occidentale fonctionnera comme fédération. C'était Dwight Eisenhower qui a dit ça, donc le 27 octobre 1951. Aucune décision ne pourrait mieux nous aider dans la tâche que nous poursuivons. Voilà. Alors, ceci, ensuite, nous confortons notre sentiment par le 19 septembre 2000, le Daily Telegraph, par un correspondant qui se trouvait à, à Bruxelles, qui s'appelait Ambroise Evans Pritchard, qui nous dit que des documents déclassifiés depuis en 2000, donc, des documents secrets du gouvernement américain qui viennent d'être déclassifiés montrent que la communauté des services secrets américains a mené une campagne tout au long des années 50 et 60 afin de promouvoir l'unification européenne. Donc, on conforte, on commence à comprendre que les États d'Europe, que l'Europe, telle qu'elle est, ne s'est pas construite comme ça par hasard avec la volonté des Européens, mais elle a été poussée par les États-Unis qui ont voulu une Europe à leur botte. Voilà, donc on conforte ça par Clinton qui dit je suis ferme dans mon soutien à la candidature de la Turquie. Je crois très fortement que l'une des 4 ou 5 questions pour cette partie du monde est de savoir si la Turquie deviendra un partenaire de plein droit de l'Union européenne. Alors, voilà, il commence à vouloir faire entrer donc la Turquie.
a fait rentrer ensuite l'ensemble des pays de la Baltique à la mer Noire, à rejoindre l'OTAN et l'Union européenne. Ça, c'est George Bush qui nous dit toutes les nouvelles démocraties de l'Europe, de la Baltique à la mer Noire, et toutes celles qui se trouvent situées entre les deux doivent avoir la même chance pour rejoindre les institutions européennes. C'était le 15 juin 2001. Nous faisons bon accueil à une Europe vraiment unie. Et alors, le clou du clou, c'est en 2005, qui a appelé les Français à voter oui à la Constitution européenne? C'est pas un Européen, hein, c'est Condoleezza Rice, qui était à l'époque secrétaire d'État américain, euh, qui était interrogé sur le référendum en France le 21 avril 2005 et qui disait: nous avons fermement soutenu le projet européen, son achèvement ainsi que l'Union européenne. De notre point de vue, la poursuite du succès de la construction européenne est importante. Donc, on en met une couche et voilà. Donc, tout ça pour vous dire que il faut pas croire que l'Europe fait du tort aux États-Unis, bien au contraire. Ils l'ont voulu depuis 50 ans et ils sont bien contents de ce qu'ils ont réussi à faire. Cette Europe complètement à leurs bottes, avec des principes ultralibéraux qui ne peuvent que leur plaire. Depuis 1980, cet ultralibéralisme s'est imposé à partir des États-Unis partout dans le monde, hein, particulièrement chez nous. Et on voit à la tête de cette Europe, bien sûr, des ultra-européens, des ultra-libéraux qui ont fait partie des plus grandes banques, qui sont qui ont été l'objet des grands scandales financiers et de la grande catastrophe économique de 2008, hein, pour ne citer personne, ne serait-ce que Goldman Sachs. Donc M. Draghi est issu, ainsi que d'autres, que beaucoup d'autres, hein, qui sont dans les plus hautes instances européennes. Donc voilà. Donc on comprend petit à petit, si on réfléchit un peu et si on s'informe, on comprend que cette Europe, c'est pas du tout l'Europe des peuples, c'est pas du tout une Europe qu'on aurait pu en 92, au moment de la chute du mur de Berlin, où tout le monde avait un grand espoir de faire les États-Unis d'Europe, mais pas comme ça, pas contre les peuples, pas pour pouvoir faire un euro à la solde de l'Allemagne, qui est un pays puissant, bien sûr, mais qui est aussi un pays qui est vassal des États-Unis. C'est un pays qui ne fait que la volonté des États-Unis, extrêmement anglophone, extrêmement ultra-libéral, et dont l'opposition, heureusement, commence à réagir un peu, beaucoup plus que chez nous d'ailleurs, où nous sommes complètement submergés par la pensée unique et où nos élites essayent de laver le cerveau de tout le monde par l'intermédiaire des médias qui sont à leur botte. Donc, on comprend donc pourquoi, moi, en ce qui me concerne, je voudrais que vous commenciez à réfléchir un peu et à vous informer et à pas vous faire laver le cerveau continuellement par tout ce qu'on vous raconte. Alors, il faut lire un livre qui est un livre qui n'est pas un livre très facile, mais qui est un livre quand même qui est à la portée de tout un chacun, si on veut faire l'effort, un petit effort intellectuel. C'est un livre de prix Nobel d'économie qui s'appelle Joseph Stiglitz et qui nous parle de l'euro, où il nous dit que l'euro, le danger de l'euro, l'euro entraîne l'Europe à sa perte, et où il explique très clairement, pourquoi l'euro a été la cause de tous les maux économiques que nous subissons, qui empêchent justement cette dévaluation, cet ajustement du taux de change qui avait lieu lorsqu'il y avait les monnaies particulières à chaque État, et qui n'est fait en fait que dans l'intérêt des États comme particulièrement l'Allemagne, qui est basée dont l'économie est basée sur l'exportation des machines-outils, des voitures, etc., des grosses machines, ce qui n'est pas le cas de la France, qui n'est pas le cas des pays du Sud. Et donc cet euro
qui est à peu près équivalent donc en taux de change aux marques qui existaient, est bien surévalué, très très surévalué par rapport au franc et aux autres monnaies du Sud et donc ce qui explique les difficultés que nous rencontrons. Si nous avions un franc ou un euro flexible, nous pourrions dévaluer, il se dévaluerait de facto étant donné le déficit commercial que nous connaissons, et il nous permettrait, étant dévalué, il nous permettrait de mieux exporter, d'exporter de plus en plus, et l'Allemagne serait moins concurrentielle vis-à-vis de nous, ce qui se passait avant la constitution de cet euro, de cette zone euro factice, et qui est basée sur rien du tout en fait, et surtout pas basée sur des réalités économiques. Par ailleurs, tout ce qui est bien-être social, tout ce qui est acquis sociaux est combattu de plus en plus par la doxa ultralibérale et par nos élites européennes. Donc, elle entraîne une inégalité de plus en plus énorme. Donc, les riches s'enrichissent de plus en plus et les pauvres s'appauvrissent de plus en plus. Ce qui à terme est bien sûr très nocif pour la paix sociale et pour la paix des pays qui subissent cette mainmise de nos élites européennes qui imposent à coup de remèdes complètement farfelus des remèdes qui, soi-disant, devaient redresser l'économie des pays et qui n'ont fait que les aggraver. Il faut voir le cas de la Grèce, des gens qui ont vu 30 à 40 à 50% de leurs revenus amputés, les retraites complètement, pareil, diminuées drastiquement. Les banques, par contre, les banques qui ont été renflouées avec l'argent des contribuables, et nous arrivons bien entendu avec des mesures, au lieu de reconnaître qu'ils ont fait des erreurs, ils veulent absolument que ce soit le contraire et que ce soit les Grecs qui reconnaissent, qui prennent à leur charge les fautes qu'eux-mêmes sont en train de commettre. Donc il y a un renversement avec impudence, une façon de se comporter de ces élites qui nous gouvernent et qui ne saurait que nous mener qu'à la catastrophe. Alors moi, ce que je veux dire, c'est que il faut réagir, il faut pas se laisser faire, il faut penser aux élections qui arrivent en France, hein, et il faut bien écouter ce que les gens nous disent et pas croire toutes ces choses qu'on vous raconte. Je veux d'une autre Europe, je vais changer ceci, je vais changer cela. L'Europe ne peut pas être changée parce qu'il faut 28 États qui sont tous d'accord. Or, 28 États d'accord, c'est pas possible, c'est tristement impossible. La probabilité qu'on arrive à un accord, c'est de 0,000000001, c'est-à-dire 1 millième ou 100 millième de probabilité. Donc jamais, on n'arrivera jamais à un accord pour modifier les traités ou quoi que ce soit. Donc, la solution, malheureusement, c'est de sortir de cette Europe ultralibérale, de cette Europe des multinationales, en fait, parce que c'est les multinationales et les banques qui dirigent maintenant le monde, qui dirigent l'Europe, et qui dirigent aux États-Unis, qui dirigent en Europe, qui dirigent partout. Et si nous voulons arriver à reprendre notre souveraineté, la souveraineté de la France, et sa dignité et sa fierté, et petit à petit à réussir à réindustrialiser, parce que nous sommes capables de le faire, nous avons des gens extraordinairement brillants, nous avons des élites en informatique, dans le domaine de la gestion, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de la santé, nous avons des gens extrêmement capables. Nous sommes un grand pays, il faut en prendre conscience. Donc, nous sommes un grand pays, nous devons réagir, nous ne devons pas reprendre notre souveraineté, montrer qui nous sommes, montrer que nous sommes capables de redevenir la France, un grand pays qui doit briller partout dans le monde et qui a déjà brillé. Et je crois que la France le monde sans la France n'est plus le monde, n'est plus une société qui prône des valeurs humaines, une société vivable et qui est faite pour le service de l'homme et non l'homme pour la société. Il faut replacer l'homme au centre de la société. Voilà. Alors,
si je n'ai que réussi qu'à vous faire un petit peu penser, un petit peu chercher, un petit peu réfléchir, ce sera très bien, je serai très content de ça. Je vous remercie de m'avoir écouté et, et excusez un peu ma véhémence parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Et à bientôt sur un autre sujet dans quelques temps. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.